passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre. Non, oui, pour moi, oui. De Zineb Souleimani. On y va ? Allez. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le beau bizarre, un espace sonore libre et hybride. Un espace qui se glisse parfois dans une séance d'échauffement. Maintenant, le souffle devient plus chaud et consistant. Elle développe depuis une quinzaine d'années un travail scénique très personnel. Il vous fait descendre. Son langage est délesté de toute psychologie. Il vous gonfle. Le mot y est rare, mais poétique. Il gonfle la peau. Elle cherche à créer des vivariums truffés de symboles. Élargit le corps, les os. Les images y sont précises, mais restent ouvertes. Tout veut devenir énorme. Elle propose des surfaces où l'interprétation est libre. Vos pieds maintenant sont énormes. Sont très gros. Et elle présente dans le cadre de la 50e édition du Festival d'automne La femme au marteau à la MC93 en décembre et le diptyque comédie de Samuel Beckett suivi de Rai Smile Dry Sob au Centre Pompidou en janvier. Et les mains aussi sont énormes. Sylvia Costa est mon invitée du jour. Essaye de toucher des choses avec ses mains. Cette paume qui touche tout. Et cherche les autres aussi. Ils sont où les autres ? Vous allez les chercher avec vos mains. Avec cette corps énorme qui vous fait bouger. Sylvia Costa, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans le beau bizarre. Nous sommes ici à la Fayette Anticipation où vous venez de donner une warm-up session, une session de training ouverte au public en ce dimanche matin. C'est important pour vous de garder du temps et de l'énergie pour partager ce genre de séance avec le public ? Ah oui, absolument. Madeleine m'avait invitée il y a un moment et j'avais vraiment envie de ce moment qui sorte un peu de ma pratique, la concentration totale au travail, les rencontres avec les autres, les impressions extérieures. C'était un plaisir de le faire. Ouais. Et aussi de voir des corps que je ne connais pas bouger. Ça aussi, c'était très, très intéressant. Ouais. Vous êtes une artiste protéiforme, à la fois metteuse en scène, scénographe, interprète et autrice. Vous créez des installations, des performances et des spectacles et vous êtes actuellement de passage à Paris pour présenter dans le cadre du Festival d'automne un premier spectacle à la MC93 qui s'intitule La femme au marteau, un projet autour de la figure de la compositrice russe Galina Ustvolskaya. Ustvolskaya. Uh-huh. Qui est Galina ? Je vais dire Galina, je suis désolée. Comment vous l'avez découvert et pourquoi vous vous êtes intéressée à elle ? Alors, j'ai découvert Galina par hasard, comme les meilleures découvertes qu'on fait de la vie, parce que quand je travaillais au Vienna Festwochen et après à Salzbourg, Markus Interhäuser, qui c'était l'intendant, et c'est l'intendant à Salzbourg, c'est un des pianistes qui a rencontré Galina, qui joue sa musique, et en particulier cette cycle de 6 piano sonata. Alors, moi, je me rappelle que la première fois, j'ai vu qu'une vidéo de Markus bouger et en demandant qu'est-ce qu'il était en train de jouer. Et donc, il m'a dit Galina Ustvolskaya. Et après, j'étais vraiment même sans entendre le sonore, j'avais l'impression que c'était quelque chose de très spécial parce que l'engagement physique était impressionnant. Je n'avais jamais vu jouer un piano comme ça. Et donc après, j'ai commencé à rechercher. Je suis allée écouter les sonatas et aussi d'autres compositions. Elle n'a pas composé beaucoup, mais sont toutes des œuvres chargées et complètement... cette création qui s'est nommée comme qui vient d'un trou noir. Pour moi, c'était quelque chose comme un objet d'un autre monde, en fait, vraiment. Après, je suis allée aussi regarder, même si je l'ai fait. Après, c'est pas pour avoir des inspirations créatives. Dans ce cas-là, je suis allée voir un peu sa biographie, où elle venait,
pourquoi elle a composé ça. Et donc en fait, quand même, je pense que dans sa biographie, il y avait des étapes importantes, soit dans le monde de la situation politique où elle a vécu en Russie, et aussi après, je pense, dans des choix qu'elle a fait, dans le sens qu'elle a dû combattre contre un régime de censure et en même temps et des contrôles surtout, parce que c'est pas seulement la censure, parce que c'est encore pire. Les artistes pouvaient créer mais selon des canons, donc je pense que ça c'est encore c'est encore pire. Non, je sais pas que c'est pire parce que c'est pas bien du tout les deux choses, mais c'est aussi autre chose que la censure presque, et je trouve. Et après en fait je pense le fait d'être une compositrice femme et de chercher d'être elle, sans référence, sans aller à la source profonde de sa création, et voilà, sans référence en fait, parce que comme elle était la pupille, même si je voudrais avoir un autre mot pour dire, c'était une étudiante en fait de la classe de composition de Sostakovich. Le rapport avec son maître était quelque chose c'était un poids dans ses épaules en fait. Donc elle a disparu à un moment donné, on ne sait pas. Elle s'est retirée dans une vie assez privée, complètement privée, et même si elle a continué à composer pendant toute la vie. Les sonates que j'ai choisies, c'est extraordinaire parce qu'il y a un âge qui va des années 40 ou 80. Donc ça veut dire que son processus de création a touché toute la vie, même quand elle n'était pas dans le monde en lumière, en pleine lumière. Donc elle a suivi sa source de création profondément. Donc ça, c'est l'autre chose qui m'a touchée, qui m'a fait dire cette étrangeté, cette rage, cet engagement physique de la musique. C'est quelque chose que je voudrais exprimer aussi avec des images sur plateau. Et le fait qu'elle a dû aller à la profondeur de sa création, là c'était l'autre élément qui m'a fait choisir de faire cette création, parce que finalement je pense que la pièce parle profondément de la création, et la création après c'est dans tous les sens en fait, dans un sens artistique et humain aussi. Justement, Galina a écrit sur 40 ans de vie 6 sonates pour piano, la première, comme vous venez de le dire, en 1947 et la dernière en 1988. Des sonates qui ont retenu particulièrement votre attention pour créer La femme au marteau. Comment vous avez travaillé à leur adaptation, retranscription dans une narration au plateau ? Le début, c'était l'espace, dans le sens que j'ai commencé à imaginer qu'est-ce que ça veut dire mettre un piano sur plateau, comment cet élément peut bouger et créer un environnement autour. Et là, assez rapidement, j'ai commencé à avoir des lits, comme une sorte de contrepoint géométrique entre ces deux éléments qui finalement ils se rassemblent en fait comme volume, même si... et là, après, je les rapprochais comme signifiés, dans le sens que la musique, c'est l'émanation et la visitation de cette histoire. Donc les 6 histoires se passent, donc les 5 histoires, parce que la 6e sonate quand même, je mets toutes les histoires ensemble, donc ce sont 5 lits, 5 histoires. Donc j'ai commencé vraiment de ça. Et les lits, à un moment donné, je me suis dit aussi, même si c'était une image que j'ai eue, finalement les lits c'est le lieu où on retourne le plus dans notre vie. Chaque soir, donc on ne sait pas dans quelle ville, dans quel lieu on sera, mais on sait que tous les soirs on va retourner dans un lit, parce qu'on doit dormir, on doit être dans cette sorte de moment intime avec nous-mêmes tous les jours. Et aussi après, je trouvais que le lit c'était un lieu aussi qui rassemblait beaucoup des états, pas seulement les sommeils, les rêves, les repos, mais aussi la maladie, la mort, l'amour, la naissance. Et c'était un lieu très, très riche en fait des sensations. Et après, j'ai commencé à écouter. Et cette écoute m'a fait développer cette petite histoire que j'ai écrite vraiment toute seule au début. C'est comme des petites histoires. Et après, je commençais à monter la création, donc en choisissant les corps. Donc, je voyais des étapes de la vie, même si pour moi, par exemple, la vie que Galina développe, c'est pas une vie cyclique,
je vois pas un retour en fait dans sa vie. En fait, je vois vraiment une ligne droite. Et comme les cycles, c'est quelque chose que j'avais utilisé et c'est utilisé parfois. On dit la vie c'est un cycle. Et moi avec elle, bizarrement ou avec du sens, ça faisait une ligne. Qu'est-ce que tu passes? Ça te charge, tu peux pas retourner en arrière. Et donc ça, c'était vraiment ce chemin, ce trajet. Et donc les actrices qui j'ai choisies, en effet, ils ont différents âges. Ils sont prises dans différentes étapes de la vie, à partir de 70 jusqu'à 9 ans. Donc c'est cette trajectoire. Et donc après, j'ai choisi les castes, les magnifiques castes que j'ai, des actrices incroyables. Et j'ai commencé à travailler avec elles, aussi dans des façons différentes pour moi de vous, dans le sens que normalement je maîtrise, j'écris méticuleusement tout. Et là, en fait, j'ai donné à elles, mes histoires. Et au début de répète, j'ai dit comment tu interprètes ça, donné que ça c'est un lit. Là, il y a un piano, un pianiste qui va jouer. Comment tu interprètes ça? Donc, on a parti en effet dans des improvisations guidées. Et après, à partir de ça, on a travaillé ensemble. Donc, j'ai vu comment les corps bougent différemment, amènent selon l'âge. Il signifiait aussi différentes. Et après, on a fait un chemin ensemble, très enrichi des pensées aussi, pas seulement de contexte scénique. Ouais. Justement, vous avez choisi de placer votre narration dans une scénographie de l'intime, la chambre à coucher. Les situations se succèdent avec toujours le même piano, mais un lit différent à chaque scène. Pourquoi vous avez choisi de placer le cœur de votre narration dans ce lieu de l'intime précisément? Est-ce que ça a un rapport avec l'histoire biographique de la compositrice Galina? Non, il n'y a aucune référence à sa vie biographique parce que finalement, je pense que qu'est-ce que Galina nous raconte, c'est l'histoire d'une femme, mais en général des femmes en fait. En fait, le lit, pour moi, c'était une porte pour parler de certaines sensations qui la musique me faisait imaginer. Donc en fait, c'est une sorte de fin de la vie, donc de mort. Et donc en fait, c'est avec la première sonate par contre. Donc moi j'ai fait par contre un chemin à l'envers. Donc il y a ça, il y a l'effet des voyages, de la charge de toute notre mémoire, de notre tout objet on recueille dans notre existence. Et donc par exemple l'esthétique aussi des lits change parce que les sentiments aussi changent. Donc par exemple le premier lit, donc le lit connecté à la morte, c'est un lit très simple, en fer noir, donc entre hôpital mais très pauvre aussi, très simple, très linéaire. Le lit de la mémoire, de cette richesse de notre vécu, c'est un lit matelassé, très élégante, presque trop. Après, il y a quelque chose qui parle de la couple et de la naissance, de la création qu'on était à donner vie à quelqu'un d'autre. Mais aussi tout ce que c'est les symboles des liaisons, donc les mariages, la couple, les enfants, donc tout ça en fait. L'aboutissement aussi, il y a beaucoup de choses qui se mêlent. Et par exemple là, bizarrement, dans cette donnée très sombre et très difficile, c'est les lits les plus comme de fait, donc un lit baldaquin. Pour moi, il y avait une connexion entre les rideaux et la robe des mariages qui sortent. Donc ça, c'est vrai. Moi, je travaille vraiment beaucoup entre qu'est-ce que je veux dire et qu'est-ce que sont les relations entre les formes. Donc là, à un moment donné, pour moi, moi je vois tous les soirs les rideaux du lit qui font pendant avec la robe, la traîne qui sortent. Et après, il y a la dernière histoire, en fait. C'est très connecté à une sorte de possession, fantôme qui visite. Ça peut être connecté à un soi qu'on a perdu ou à la mort de quelqu'un d'autre, la perte d'un amour, d'un parent. En tout cas, c'est quelque chose qui nous laisse. Et dans cette lit, par exemple, c'était plus connecté comme une selle d'un moine ou quelque chose de très connecté à la foi, à la religion, même si c'est
c'est pas une religion, c'est une forme de croyance. Et donc le lit c'est en bois, c'est très brut, je dirais comme. Et donc c'est toujours cette relation couleur, matière et sentiment qu'on exprime, histoire qu'on veut développer. Et pour moi c'était un peu ça les chemins. Et en fait cette multiplicité de formes qui se rassemblent, en fait à la fin le piano est complètement, il y a une sorte de un assedio, c'est une attaque en fait. Tous les lits reviennent dans leur forme, donc dans traverser des époques aussi, parce que tu peux reconnaître un lit à une époque ou à un âge. Donc il y a cette sorte d'assemblement autour de la musique, tout ensemble, donc une sorte de communauté qui se mêle et tu ne comprends pas en fait si c'est une attaque ou si c'est finalement une révolution tous ensemble. C'est ça que j'aime aussi, de la façon où Galina joue surtout les 2 dernières sonates qui sont celles les plus percussives et qui lui donné aussi cet nom de femme au marteau. En fait, pour moi, il y a un ouvert dans le sens que ça peut être une rage, mais aussi une forme de révolution, des puissances très fortes en fait. Donc je joue entre ces 2 choses, surtout que c'est Marino Formenti, donc le pianiste, qui supporte toute cette douleur, cette souffrance avec ses mains. C'est lui qui produit tout ça. Justement, Marino Formenti, le pianiste que vous avez choisi pour interpréter la musique de Galina sur scène, outre le fait qu'il joue sans partition, il a aussi une manière de jouer très physique et très sonore. C'était des indications données de votre part pour son interprétation ? Je veux dire, j'ai choisi Marino parce que je sais qu'il a quelque chose dans son être sous plateau qui est magique, c'est unique. Même dans les très peu de choses que je lui demande de faire, il a toujours fait ça avec une maîtrise du plateau incroyable. Après, je sais que lui, il interprète vraiment d'une façon... il vit tout ce qui se passe musicalement et donc par miroir sous plateau, d'une façon très profonde. Parfois, il tire les choses les plus fines qui sont dans la partition. Il interprète cette extrême forte pianissimo d'une façon qui, pour moi, c'est extrême. Et c'est pour cela que c'est dans la radicalité, dans l'extrême qu'on se retrouve, je pense, avec Marino. Donc, moi, je pense que on a parlé beaucoup, par contre, parce qu'après, il fallait aller ensemble. Donc, il y a des sonates qui sont complètement... écrites scéniquement. Donc sur cela, il fallait vraiment aller ensemble, mais en gardant pour lui la liberté totale, parce que c'est vraiment tous les soirs, qu'est-ce que tu donnes empathiquement, ça change dans ton état. Donc moi, je vois comme chaque soir évolue la pièce. C'est pas une pièce qui est stable, en fait. Il a une fragilité qui est donnée dans les voyages que Marine doit faire tous les soirs, que c'est un voyage empathique, mais c'est aussi un voyage physique, vraiment de fatigue. Et tout, qu'est-ce que c'est la réaction du plateau, parce que les actrices ont des repères musicaux tout le temps. Donc si ça bascule quelque chose musicalement, alors eux aussi, elles basculent aussi. Donc c'était beau ce rapport, ce travail qu'on a fait ensemble. Quand il y avait des choses qui ne marchaient pas, ça pour se retrouver, ça c'était un moment de la création très beau, très riche. Et pour moi, Marino, on a parlé beaucoup, est-ce que je suis un acteur? Est-ce que je suis un pianiste? Qui je suis? Est-ce que je suis Marino? Et moi, je pense qu'à la fois, c'est un voyage où lui, il est tout, en fait, en même temps. Mais les mots vraiment qu'on a retenus, qui nous plaisaient, c'est vraiment visitation. Et donc, lui, il visite cette histoire et
au contraire, les images le visitent, donc son corps réagit d'une certaine façon. Et cette visitation se connecte aussi, en tout cas, à cette énergie sombre et noire. Moi, parfois, je vois un sabbat, surtout. Donc, le lit, c'est aussi nocturne parce que c'est pendant la nuit, c'est pendant ce moment-là que certaines énergies se déclenchent. Donc moi je vois vraiment parfois cet rituel comme une sorte de sabbat nocturne de cette femme qui peuvent, comment dire, prise dans une réalité le jour, la nuit, se laisser aller dans des territoires libres et parfois dérangeantes et parfois très, je ne sais pas comment dire, mais très connecté à une féminilité profonde qu'on n'a pas tout, qui est retirée parfois, je dirais. Voilà, donc il y avait ça qui... Donc je sais qu'il y a... Moi je sens que j'ai pris des risques. Je sais que j'ai pris des risques avec une volonté en tout cas de vouloir... exprimer ça en fait. Qu'est-ce que parfois on met à côté. Donc, Alors qu'il n'y a quasi pas de texte, il y a en revanche un engagement très physique dans les corps des comédiennes que vous avez réunies au plateau. Que traduit cette présence physique et cette manière d'incarner de la musique de Galina pour vous? Oui, c'est vrai qu'il y a très peu de textes, mais finalement quelques phrases, on les a mis. C'était important. C'est un écrivain italien, un ami s'appelle Umberto Sebastiano qui a écrit pour nous ça. Je pense que j'avais envie de faire écouter quand même les voix de ces femmes avec un langage. C'est le seul langage qui était possible, donc des métaphores, donc des petites poésies. Ça, c'était le seul langage qu'on pouvait déclencher dans ce monde nocturne et pas de ce monde en fait, d'une certaine façon. Alors l'engagement physique pour moi c'était différent selon chaque corps et chaque sonate et chaque histoire. Dans le sens que j'ai choisi des corps au début, donc les corps de Marie-Ève Guittrier, c'est très différent de celle de Hélène Alexandridis, c'est différent de celle de Alice Hamburger ou de Pauline Moulin ou de Rosabelle Houguet. Donc moi je les choisis parce que je savais que leur corps, leur forme, c'était parfaite pour raconter cette sensation, cette histoire. Et après avec eux, je l'ai parfois fait utiliser que la musique, donc ça se passe avant leur histoire. Donc c'est comme leur corps sur scène, c'est aussi spectatrice et s'imprègne de l'énergie. Et certains d'autres, par exemple, on a vraiment fait que la sonata et la partition corporelle vont ensemble. Donc en fait, ce n'est pas une structure qui est sonata, histoire au même temps, tout un chemin d'interproposition et de... Parfois la musique est avant, parfois elle est après, comme résultat. Et c'est ça en fait les rapports pour moi. Et ce que je sens, j'écoute ça, je m'imprègne comme vraiment... j'absorbe tout ça et après j'explose. Ou j'ai un pensée et la musique et mon pensée m'accompagnent. C'était ça la différence avec que j'ai traversé la pièce. Parce qu'après, à part peut-être Anne-Lise, avec elle, on a travaillé vraiment sur... la percussion, donc elle percute aussi son corps, donc elle est vraiment dans une sorte d'histoire de pénitence d'une certaine façon. À part elle, qu'on a vraiment été sur les coupes, avec les autres c'était, je sais pas, par exemple Pauline, elle dessine à un moment, et en fait il y a la musique qui est très énergique, et donc toute l'énergie est donnée dans un geste hyper simple. En fait, j'ai utilisé vraiment des gestes hyper simples que apparemment, oui, ça peut sembler que ça se passe très peu sur le plateau, mais en fait, si tu regardes bien, ça se passe beaucoup parce que c'est la musique qui fait développer tout ça. Et pour moi, c'était très important de mettre en relation ces deux choses parce que je ne pouvais pas, comment dire, la musique... C'était la balance entre faire écouter ça et faire donner une image. Et c'est dans cette balance-là fragile que c'était le défi. Donc de dire, est-ce que je ne dois pas créer des histoires complètes parce que c'est la musique qui va compléter et vice-versa. Donc pour moi, c'était vraiment un travail de maîtrise et d'écoute
hyper profond et en plus des échanges. Parce que je pense que le choix aussi, par exemple, de ne pas travailler avec des danseuses, c'était ça, surtout. Parce que de mettre des actrices dans un endroit pas d'à l'aise pour être pour elles, surtout que c'était toutes des actrices qui venaient du théâtre des paroles. Et j'ai lui enlevé la façon de s'exprimer normalement. Et donc pour elles, c'était vraiment beaucoup de questionnements. Beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de, mais comment je fais ça? Normalement, je parle, je me donne un rythme à travers la parole. Comment je donne le rythme avec mon corps? Donc, moi, je pense qu'on a trouvé une façon de travailler ensemble qui était magique. C'est une des compagnies les plus, je sais pas, plus belles que j'ai eues pendant mon parcours parce que c'est vraiment grâce à le soutien et la compréhension de mon langage que j'ai trouvé que tout s'est passé. Et ce titre, La femme au marteau, qu'est-ce qu'il traduit de tout ce projet, de toutes ces associations que vous vouliez donner à voir? En fait, justement, c'est Galina aimait pas. C'est un journaliste qui a lui donné cette dénomination, cet nom. Elle n'aimait pas parce qu'elle disait, elle le trouvait restrictif de qu'est-ce qu'elle faisait. Je la comprends. En même temps, je voulais dans la critique. Comme elle aussi, elle était sûre, comment dire, de pas être acceptée, d'être jugée, c'est un sujet. Et donc moi, je voulais justement prendre ce mot de contradictoire, pas aimé, et donner une nouvelle vie à ça. Et finalement, je pense que c'est une expression très forte que j'aimais bien parce que moi, dans mon imaginaire, je voyais une femme forte, armée, et avec en effet un instrument qui est à la fois de la révolution, à la fin du travail, de la construction, parce que c'est aussi le marteau, tu construis avec ça, et aussi sonore, parce qu'en effet, c'est un instrument, c'est un outil sonore. Donc, il avait ce niveau. Je voyais qu'il y avait une épiphanie dans cette petite phrase et je voulais aussi redonner vie d'une façon positive à quelque chose qu'elle n'avait pas aimé. Donc je l'ai fait aussi d'une façon de réconciliation. Il n'existe pas une vérité à propos d'un spectacle. Donc, chacun a, évidemment, chacun a son propre vécu, sa vie, sa propre histoire. Donc, qui est le vécu de chaque spectateur peut redonner vie au spectacle. Donc, moi, je m'arrête après les dernières répétitions, pendant la première, on dirait. Moi, j'abandonne le spectacle. Je consigne une chose absolument fragile. C'est totalement fragile. Et ça, c'est comment on dit, un autre aspect du théâtre que je trouve extraordinaire. La fragilité, le fait qu'enfin, on n'a rien. Le théâtre, ça brûle, non? C'est vraiment comme un incendie. Enfin, au début, on a des combustibles et après de la représentation, il n'y a rien. Et donc, il y a seulement toute la représentation doit être, transportée et transformée à travers le corps, le cœur, le cerveau de chaque spectateur. Et donc, moi, je peux comprendre même celui qui veut abandonner la salle après 2 minutes. Et moi, je l'accepte, c'est juste. En 2006, la compositrice Galina décède. Et vous obtenez votre diplôme des arts visuels et théâtre à l'Université de Venise. Et en 2006, toujours, vous rencontrez le metteur en scène Romeo Castellucci pour une première collaboration sur son spectacle Hey Girl. Et depuis, vous avez été associé quasi à toutes ses créations. Qu'est-ce que cette rencontre a apporté à votre manière de créer à vous ensuite ? Je pense tout, parce que quand je commençais à travailler avec Roméo, j'étais vraiment très jeune en fait. Par contre, j'étais déjà intéressée au théâtre, beaucoup. Depuis que j'étais petite, je voulais faire du théâtre. Donc en fait, on s'est rencontrés par hasard, mais aussi, moi je pense pour une raison. Je pense que
comment dire, j'avais un moment dans mon parcours d'études que j'avais commencé à faire, que je voulais faire du théâtre. Et après, à l'université, je commençais à dire ah non, merde, peut-être je m'étais trompée. Peut-être je veux pas faire du théâtre parce que je détestais tout, qu'est-ce que j'allais voir. Même les cours, c'était des théâtres, des régimes, mais vraiment à la façon où on reste assise des après-midi entières à parler des personnages, tout ça, de la psychologie. Il y avait en fait tout ça m'a fermé l'imagination totalement. Et donc c'est là qu'à un moment donné, je me suis déplacée vers les arts visuels et la performance. Donc j'avais commencé à développer mes propres performances. Donc en tout cas, dans les arts visuels, je voyais que le corps pour moi devait être présent. Et après, ouais, je suis tombée dans cette rencontre avec Roméo. Et alors, j'ai découvert en fait que non, le théâtre, ça peut prendre des formes assez différentes et assez plus vastes et imprévisibles. Et en fait, encore aujourd'hui, je pense que cet extrait que tu as fait écouter, je pense que ça doit être une sorte de manifeste pour le théâtre, parce que ça, je pense qu'il faut qu'on se rappelle, chacun de nous comme spectateur aussi, et comme créateur. Créateur, c'est une responsabilité, mais et en même temps comme spectateur, de le sens qu'on est en train de voir quelque chose que on ne veut pas seulement raconter une histoire, remettre un acte, un texte, tout ça. On cherche des formes, on cherche des langages. Et dans ce langage-là, on ne sait pas, nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et c'est au moment où on est devant le spectateur qu'on comprend. Mais le spectateur aussi, pour moi, je pense qu'il doit venir avec une sorte d'ouverture. Parce que dans la incompréhension de se fermer, après, comme Roméo dit, ouais, je comprends les gens qui sortent après 2 minutes, c'est ça. Mais après, il y a quelque chose d'être dans cet temps suspendu où tu ne sais pas si la chose va marcher ou pas, parce que tu prends des risques, en fait. Tu cherches quelque chose qui n'existe pas. Et dans cette recherche, je pense que pendant tous les processus, quand j'étais collaboratrice de Roméo, on avait ce moment et on se disait, ça, ce sont les moments les plus beaux de la vie, parce qu'on ne sait pas. Et donc, c'est la catastrophe, c'est la crise où on ne sait pas, demain, il faut qu'on ferme, il faut qu'on choisisse, c'est comme si tu dois reconstruire un monde, un petit monde, mais quand même, c'est un monde, c'est une question de vie et de mort, ces moments-là. Bon, après, tu te réveilles, tu le fais et ça passe, mais ce sont des moments très, très uniques et très importants, je pense. Donc, moi, je pense que mon désir et ma vision des choses, ma curiosité, s'est formée en même temps avec lui. Et après, la chose qui est bizarre, c'est que moi, j'étais vraiment jamais spectatrice des pièces de Roméo, j'étais toujours en médiaresse. Mais en même temps, ça fait que je trouve que ça a toujours permis d'être, détachée d'une certaine façon et d'être un peu... c'était mon rôle, en fait, d'être peut-être la première spectatrice, en fait, mais avec la possibilité d'un échange au moment où les choses se créent. Et donc, ça se fait que je suis bien sûr dans une façon de penser et de construire en déconstruisant les choses très sensibles. Et en même temps, je pense que mon esthétique et ma façon de gérer les éléments m'a permis, en tout cas, de voir Roméo dans l'extérieur, toujours. Et donc, je pense que ça, c'était un parcours très, très important pour moi, d'être dedans et dehors tout le temps, et de pouvoir en même temps, par exemple, le fait que... là, je ne travaille plus avec Roméo et je développe mon parcours. Et je sens que j'ai pas un souci de dire, ah merde, je suis trop influencée par cela, parce que c'était toujours ma nécessité, quand je travaillais avec lui, d'avoir ma petite... ça s'est développé dans les années, mais tous les années, je faisais mes propres performances autoproduites, qui étaient dans l'échelle que je pouvais. Après, les idées, tu les trouves avec ce que tu as. Mais j'avais toujours ce besoin de garder pour moi cette boule, parce que je pensais toujours que je suis été plus utile en développant une esthétique à moi, plutôt qu'être dans une sorte d'assistanat juste.
Et donc après ça fait aussi que voilà qu'on a pris d'autres schémas, peut-être, mais on est complètement en lien toujours. Mais dans les parcours artistiques, je pense que c'était pour moi très essentiel à un moment donné de quand même dire j'essaie toute seule de voir où je vais. Et voilà. On l'a dit plus tôt, vous créez sur scène des situations avec très peu de texte, mais avec des images qui convoquent des symboles et surtout pas de psychologie. Quel est le rôle du symbole dans votre travail ? Les symboles pour moi sont des portes en fait. Et parfois, je pense que c'est aussi une façon à moi d'interpréter le monde. Je suis très... parce que les symboles parfois sont des objets ou sont des signes, sont des couleurs. En fait, pour moi, ça est devenu le terrain où c'est Pavès qui m'a aussi appris beaucoup. Pavès, c'est la pièce que j'avais faite il y a 2 ans, Les Pays d'hiver. En fait, quand il parlait de la mythologie, donc en fait, de comment nous, on a besoin de donner structure au monde autour de nous, en fait, tu peux aller chercher dans les vivariums des symboles. Et pour moi, ça, c'est vraiment la chose que je fais. Et c'est ma façon. Je pense que parfois, j'ai une logique qui est assez abstraite. C'est moi. Et donc, à travers les métaphores et à travers les symboles, j'arrive à composer cette sorte de langage. Et donc, pour moi, à la fin, je trouve, après, toujours c'est le public qui donne la réponse, mais quand même, j'aime bien de savoir que, par exemple, dans le théâtre, dans la dernière pièce, comme je parlais après avec des gens, il y a des symboles. Là, en plus, là, je change des domaines un peu. Parfois, ils sont très classiques. Là, c'est beaucoup les contes de fées. Donc, la pomme rouge, les grenouilles, les ailes. Donc, il y a pas mal de choses qui sont dans les contes de fées. Et par exemple, j'ai découvert que 2 grenouilles, ça peut être beaucoup de choses pour les gens. Et c'est ça qui, pour moi, c'est important. Je suis en train de... Moi, je m'accroche, je pense en symbole parce que je sens quelque chose. Mais cette chose, je sais que ça peut ouvrir une autre interprétation à quelqu'un d'autre. Et donc, pour moi, les symboles, c'est aussi la possibilité de créer quelque chose qui après peut se transformer et raconter, comme Romain le dit, d'autres histoires, d'autres imaginations à les autres. Donc, c'est finalement de faire quelque chose qui soit universel, mais précis. C'est ça que j'aime bien. Donc, dans la contradiction totale, j'aime bien qu'il soit ouvert et précis. Peut-être sont-elles devenues amies, peut-être le chagrin... Mais j'ai dit tout ce que j'ai pu, tout ce que tu permets, tout ce que... Peut-être le chagrin les a-t-il rapprochés. Et si je faisais la même erreur que lorsque c'était le soleil qui brillait, celle de vouloir un sens là où il n'y en a peut-être aucun. Peut-être se réunissent-elles pour bavarder devant une tasse de ce thé vert qu'elles affectionnaient tant, sans lait ni sucre, pas même un zeste de citron. Est-ce que tu m'écoutes ? Est-ce que quelqu'un m'écoute ? Est-ce que quelqu'un me regarde ? Est-ce que quelqu'un a le moindre souci de moi ? Pas même un zeste. S'agirait-il d'une chose à faire avec le visage autre que parler ? Pleurer ? Suis-je tabou ? Je me le demande. Pas forcément maintenant que tout danger est écarté. Cette infortunée créature, je l'entends d'ici, cette infortunée créature... Me trancher la langue d'un coup de dent et l'avaler ? La cracher ? Ça t'assouvirait-il ? Dieu, comme la raison fonctionne encore. Et puis en janvier, vous revenez à Paris, toujours dans le cadre du Festival d'automne, mais cette fois-ci au Centre Pompidou, dans le cadre de la programmation des spectacles vivants, avec le projet Comédie, l'adaptation donc de Samuel Beckett, du texte de Samuel Beckett, suivi de Ride, Smile, Dry Sob, qui était, je crois, un report de l'édition de l'année dernière du festival. Quel était le point de départ de ce projet pour vous ? Alors là, c'est un processus encore différent. Parfois, j'ai la chance que quand je travaille dans des théâtres, il y a toujours des programmateurs ou des directeurs artistiques qui ont une sensibilité. Moi, je me mets beaucoup en lien avec qui je travaille. Ce sont des personnes, il y a plusieurs, qui me donnent des retours, qui décrivent mon travail, qui donnent une image. Et j'ai besoin des mots pour savoir où je suis. Et alors, en fait, c'était Stéphanie Grève, qui est à Bregenz maintenant, que quand elle a vu ma première pièce à Gennevilliers, que Pascal Rambert avait programmée à Gennevilliers il y a
2016, je pense. Elle me disait, et c'était un texte que j'avais écrit, c'était Quello che di più grande l'uomo ha realizzato sulla terra, un long titre. En fait, elle me disait, je vois quelque chose qui te rapproche beaucoup à l'écriture de Beckett. Je dis, ah ouais, waouh, c'est trop, mais pourquoi pas travailler sur Beckett. En tout cas, c'était un auteur que moi, pour ma passion, j'ai lu toujours. Parce qu'encore une fois, il y a une ouverture, il est très concret, il est très, sec aussi, avec cette écriture très fragmentée. Mais je me retrouve beaucoup dans parfois, quand il y a des monologues avec, par exemple, des choses hyper... c'est comme beaucoup de voix qui parlent en même temps. Encore une fois, il y a un chaos très précis parfois, où il y a quelque chose qui est très... sombre, mais sans être sentimental. Donc j'aimais bien je l'ai toujours lu Beckett. Donc le moment où quelqu'un me propose de travailler sur Beckett, en plus que c'est une sorte de monstre que tu as peur parce que question de droit, tu sais jamais quoi faire et tout ça, je me suis dit ok, cherchons la façon d'entrer dans ça. Et je me suis retrouvée que le texte qui finalement me donnait plus d'imagination et des possibilités, c'était comédie. Cette trio, ce sont 3 monologues qui se superposent et s'enchaînent. Et c'est un trio amoureux. Mais ça, pour moi, c'est la chose moins importante. La chose importante, c'est que pour moi, dans ces 3 existences sans fin, parce que les personnages sont au-delà de la mort. Ils sont là, ils continuent à discuter, à raconter leur vie pour l'éternité. Donc, dans cette éternel manque de pouvoir choisir, savoir pas quel est le choix qu'on doit faire, dans cet éternel doute, c'était ça la chose qui m'a attrapée. Et bien sûr, habillée, cachée par cette chose un peu triviale, parce qu'il y a aussi des références sexuelles dans l'écriture de Beckett que j'aimais bien. C'est ironique, c'est âcre, il y a beaucoup de choses qui par contre sont très différentes de moi. Alors je mets bien ce contraste. Et par contre, la chose que j'ai choisi aussi Beckett comédie, parce que comédie, c'est une pièce que Beckett avait pour donner expression à cette boucle, cette cul-de-sac. Il voulait que la pièce soit répétée 2 fois. Et donc en fait, c'est dans cette répétition que j'ai pu insérer ma création. Et donc en fait, clairement, il y a pur, comme Beckett le voulait, comédie au début, interprétée dans les 3 acteurs que vous avez entendus là, Jonathan Genet, Gary Goron et Clémentine Barthes. Et donc là, c'est vraiment, je fais selon les notes. C'était aussi un exercice parce que c'est très maîtrisé, seconde, les lumières, droite, gauche, centre. Quand même, je me suis permise un peu de timing différent sur la lumière parce que je trouvais que cette géométrie comme ça, c'était plus évident. Et après, la deuxième partie, donc, à laquelle j'ai donné un titre, c'est une expression de Beckett. Je l'ai trouvée dans un article que c'est un peu... Pour moi, c'est Beckett, ça. Donc, cette grance, en fait. On dit grand Grinçant. Grinçant, ouais. On peut traduire d'ailleurs par sourire ironique et sanglot sec. C'est ça. Donc, dans cette sorte... C'est un peu la tragédie grecque aussi et la comédie. C'est les 2 choses ensemble. Donc, je trouvais que Beckett, en soi, il condense ces 2 expressions. Et donc, après, j'ai développé toute une forme chorégraphique à cette cas-là et musicale. Mais en fait, grâce à les textes, le public peut complètement se reconnecter à l'histoire des 3 personnages. Et en fait, comme aussi Beckett travaille sur la fragmentation, comme dans la comédie, en fait, les acteurs sont réduits en une bouche, en une tête, parce que le corps, il n'est pas là. Normalement, c'est dans des autres, dans des comment on dit ça en français? Jarres. Dans des jarres. Et moi, en fait, je fais le contraire. En fait, je les mouette, mais finalement, ils ont encore... Donc, la femme 1 et la femme 2, tu les vois, en fait, comment ils étaient dans leur couleur, dans leur corps, et l'homme aussi. Et donc, j'ai travaillé sur qu'est-ce que c'est la mémoire du corps que le texte a développé. Et je le fais sous plusieurs choses, dans le sens qu'il y a le corps, il y a l'espace, qui est comme une sorte d'intérieur
bourgeois, avec beaucoup de meubles vintage, beaucoup de bois en tout cas. C'est un lieu chaud quand même. Les éléments, c'est tout beige, c'est voilà, de bois. J'avais envie de ça, mais en fait, la physique de cette maison est complètement... En fait, les meubles, ce sont... Quelque chose les a attrapés, un amant très fort les a imbriqués l'un l'autre. Donc, un lit sort d'un armoire, une table d'un secrétaire. Donc, c'est toute cette sorte de logique qui manque dans l'espace. Mais quand même, ils sont imbriqués dans le sens que les acteurs peuvent toujours tourner autour de la scénographie. Donc, en fait, il y a l'idée du loop à ce cas-là, et du cycle. Et après, l'autre chose très importante dans cette... pièces sont les costumes. Laura Dondoli, c'est une collaboratrice fidèle qui travaille avec moi. Elle est aussi sur La Femme au marteau et dans plusieurs projets. On a développé avec Laura tout un système de fenêtres aussi dans l'intérieur du corps. Donc les costumes, ils tombent en morceaux, ils ouvrent des fenêtres sur une poitrine ou sur une jambe. C'est une façon, pour moi, c'était une façon comment ce personnage qui cherche de saisir l'un l'autre qui sont. Il veut rentrer comme une sorte d'opération chirurgicale à l'intérieur de leur propre âme. Donc j'ai fait ça à travers les costumes qui ont donné aussi prétexte à une chorégraphie. Et après, il y a une présence très forte des 3 danseuses que j'ai ajoutées, qui sont 3 aussi, parce qu'à la fois, il peut être le double des acteurs, mais pas seulement, parce que finalement, ce sont des visions fantasmagoriques, parce qu'elles sont de la chair parfois. C'est toute cette pulsion sensuelle entre les acteurs. Pour moi, ils sortent en fait comme des hallucinations par le meuble. Il y a beaucoup de boîtes à magie, de double fond dans cet spectacle. Donc, les danseuses sortent, ils prennent possession. C'est comme si cette histoire prend possession à travers leur corps de l'espace. Et elles aussi, à la fin, par contre, comme contraste, ils donnent une ligne, ils racontent avec les gestes en contrepoint avec les acteurs. Donc, dans la pièce, il y a beaucoup d'éléments qui se mettent en relation et en contraposition. Et je pense que c'était une envie de donner vie à les deux côtés que Beckett nous met face en fait toujours. Donc quelque chose de très humain, mais avec un sourire un peu, quand tu dis que tu t'es moqué de quelqu'un un peu ironique. Voilà, c'est ça. Ouais. Le trio amoureux comme figure de cette pièce-là n'était finalement plus central pour vous dans ce que vous vouliez en dire. C'était plus là les enjeux, c'était plutôt l'interconnexion entre plusieurs histoires possibles qu'on pouvait projeter à travers ce dispositif. Ouais, je pense que les triangles amoureux, c'est très important parce que c'est quelque chose que le public peut s'attacher tout de suite. Ce que tu comprends, c'est une situation peut-être très commune où tu es partagé, en fait. Moi, en fait, la contrainte que je sens plus forte, c'est vraiment de celui qui est au centre, qui doit décider entre les deux personnes, et pas la lutte pour réussir à l'avoir. En fait, c'était ça qui, dans une situation qui peut être très reconnaissable, c'est ça que je pense que Beckett aussi voulait faire. Ça, c'est une des pièces les plus biographiques de lui, je sais. Je suis que lui, il était aussi dans cette sorte de choix. C'est la seule fois où il a parlé du suicide. Dans ses notes, on a trouvé il ne savait pas choisir. Il avait même pensé au suicide parce qu'il ne savait pas le faire. Donc c'est très fort. Je pense qu'il avait ça comme vécu. Mais justement, c'est une porte, c'est un ancrage, c'est un point d'ancrage pour après parler plutôt. Les contenus plus forts, c'est la choix en fait. Parce que c'est ça qui nous rend folles. Pour moi, en fait. Parce que finalement, après, chaque personnage est très seul. Donc, ce n'était pas le choix d'être avec cette femme ou une femme de vouloir dire « quitte-la pour être avec moi ». Mais c'était vraiment le fait d'être de cette choix qui, à la fin, nous rend complètement seuls. Même si on pense qu'on est complètement connecté avec les autres. Ouais.
La musique et l'art sonore, c'est quelque chose de très important dans votre écriture, dans la dramaturgie que vous donnez à beaucoup de vos projets. Là encore, dans Comédie, dans ce diptyque-là, un travail sonore assez précis et subtil grâce à Nicolas Ratti, je crois, à la création sonore. Comment vous avez travaillé ensemble pour transposer les enjeux de la pièce et pour vous, pourquoi ce rôle central dans la création sonore et pas que la musique, je crois? Nicolas, là, aussi, j'ai la chance de travailler avec lui parce que c'est un compositeur très sensible et minimaliste parce qu'il aime faire avec le moins possible et il m'efforce aussi parce que parfois la musique, tu dis mais c'est l'ambiance, c'est l'atmosphère et tout ça et parfois surtout dans les langages que je suis en train de développer, lui il a la bonne mesure en fait dans les sons. Et toujours avec des éléments qui sont à la fois concrets et abstraits en même temps. Donc par exemple sur Comédie, et ça je voudrais ajouter aussi, lui il a des concepts sonores toujours, qui sont dans la création sonore, mais aussi dans comment il met les sources sonores. Il y a un travail d'ingénierie sonore très forte, que c'est pas en détail en fait, parce que comment tu aperçois un son, ça change ta perception, comment tu es touché par un son. Donc ça, je dois vraiment le remercier parce qu'il est toujours attentif à ça et il passe par un processus dramaturgique avec moi avant de commencer à composer. Donc par exemple sur Comédie, on a travaillé avec le concept d'intérieur et extérieur. C'était à l'intérieur des personnages, mais c'était aussi dans la scénographie. Donc en fait, nous, on a beaucoup de sources qui viennent vraiment de l'intérieur de la scénographie. Et donc c'est tout un imaginaire domestique, le bois, les craquements, les pas, donc vraiment quelque chose de domestique. Et après toute une imagination, qu'est-ce que c'est cette sorte de pulsion hallucinatoire, des visions, des corps, des chairs. Donc là, lui, il a cet espace où, à partir de mots qu'on échange, des concepts, lui, il a sa propre terrain de création sonore à lui. Donc là, par exemple, moi, quand j'ai écouté, comme il y a un côté uncanny avec ses corps, ses jambes qui sortent, en fait, ça semble même comme une sorte de carillon. Et c'est parfait. C'était pas une image que moi j'avais tout au début, mais grâce à ce que lui apporte, moi je peux dire, en effet, cette jambe comme une sorte dans les carillons de Tiouvre et la danseuse qui sort, en fait, c'est un peu ça. Et j'avais pas. Donc lui, il ajoute des couches essentielles au travail. Mais par exemple, dans La Femme au marteau, pour moi, c'est incroyable le travail qu'il a fait. Il a travaillé en respectant, en plus qu'il avait toute cette compositrice et là, cette musique déjà créée, comment je rentre. Et donc lui, il a travaillé sous les résonances du piano, chose qui était la plus juste totale. Donc par exemple, il y a des sonates où ça termine, il y a déjà un son qui est une sorte de réverbération qui reste dans les oreilles du public et qui te semble complètement connecté à ça. Donc non, avec Nicolas, on travaille vraiment dans cette sorte de dialogue c'est vraiment, au début, c'est vraiment comme... c'est comme une création. En fait, c'est une création, mais on parle pas seulement de la musique, c'est déjà ancré avec tout ce que c'est le processus du spectacle. Ouais. Je crois comprendre que vous dormez peu et que la nuit vous sert pour dessiner. C'est inspirant pour vous la nuit. Et qu'est-ce que ça traduit, ces dessins nocturnes pour vous et comment ça nourrit vos créations? Ouais, je dors trop peu ça. Il faut que je change, en tout cas pour ma santé, je pense à un moment donné. Mais voilà. Mais cette pratique, je dessine depuis beaucoup des années. Mais c'est seulement dernièrement que j'ai aussi la chance de pouvoir le montrer. Publiquement. Je fais aussi une expo à Paris il y a 3 ans à la Rotonde et à Marseille pour Parallèle. J'ai la chance maintenant de les montrer publiquement, mais c'est pas une pratique que je fais parce que il y a un bout artistique au premier degré. Après, je l'ai fait avec une recherche. C'est pas que je l'ai fait comme ça, mais quand même pas dans la recherche d'une reconnaissance tout de suite. Et donc, en fait, pour moi, l'effet de dessiner, c'est un exercice pour rester connecté à moi, savoir qu'est-ce qui se passe dedans moi, mais pas comme peut-être on fait quand on est plus jeune, où on a des cahiers, où on écrit, on fait sortir beaucoup, mais dans une sorte de condensation, dans une forme et dans peut-être une petite phrase. Donc pour moi, c'est la base de ce que je fais dans les théâtres, dans le sens que c'est pas que je dessine pour mes pièces, mais les mécanismes de sublimation de certaines choses que je sens,
c'est la base pour tout pour moi. Donc je continue à faire quand je peux ça. Et je le fais les soirs parce que j'ai besoin que tout s'arrête un peu. J'ai besoin de très peu de lumière. J'ai besoin d'être, n'importe si je suis dans une chambre d'hôtel ou chez moi, ou n'importe, mais j'ai besoin de cette sorte de boule, de me créer une sorte de moment de méditation presque aussi. Et en plus, la nuit, je l'aime bien parce qu'à un moment donné, mon corps disparaît à un moment donné. C'est bizarre. C'est comme si tous les contrôles pendant la journée il faut que je me déplace, il faut que je mange, il faut que j'aille parler avec quelqu'un, tout ça. La nuit, à un moment donné, je vois comme les heures peuvent passer hyper lentement et toutes mes nécessités s'arrêtent. Et ça j'aime bien. Sauf dormir, ouais. Merci à Sylvia pour sa disponibilité. Merci à Madeleine pour son accueil à la Fayette Anticipation. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et merci de votre écoute.